bonjour à tous, c'est un plaisir. Bon, je vais aller rapidement du coup à l'essentiel. Je ne vais pas mettre devant la présentation. Donc, je m'appelle Salomon Magny, je suis médecin en effet dans le service d'hématologie du CHU de Lille. Et je vais vous parler d'évolution clonale. Tout ne va pas être très facile dans ce que je vais vous raconter. Il y a des choses qui sont un tout petit peu fondamentales, mais je pense qu'elles sont vraiment importantes pour comprendre cette pathologie et l'oncogenèse de cette pathologie. Donc voilà, on va y aller ensemble tranquillement et n'hésitez pas à poser des questions, même finalement au milieu de la présentation si vous souhaitez. Donc ça, c'est une chose que vous connaissez bien, hein, ce continuum qui existe. Vous arrivez à voir de là-bas, là, c'est bon. Ce continuum qui existe entre les gammapathies monoclonales d'ossification indéterminée, le myélomultiple asymptomatique et le myélomultiple. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était en 2009, il y a 2 publications synchrones qui ont pris des registres de patients, surtout des vétérans aux États-Unis, des gros registres de patients qui avaient des sérums qui étaient congelés. Et pour ceux qui avaient développé un myélomultiple, ils sont allés chercher les sérums jusque 10 ans avant. Et ils ont montré qu'en effet, ces patients avaient déjà une gammapathie monoclonale, donc de signification indéterminée, puisqu'ils étaient parfaitement asymptomatiques. Et donc, on a compris à ce moment-là que tout myélomultiple est passé par l'étape MGUS, sans doute smoldering, avant d'arriver au myélome et d'être diagnostiqué. Alors, l'inverse n'est pas vrai, tout MGUS ne va pas forcément progresser, et on a ces taux de progression. La MGUS, généralement, on dit que c'est 1% par an, et le myélomultiple asymptomatique, c'est à peu près 10% par an les 5 premières années, et après, vous voyez que c'est un peu moins fréquent. Il y a certains patients qui sont vraiment smoldering à cet endroit-là. Bon, Olivier va revenir là-dessus en détail, mais juste pour vous dire, en effet, aujourd'hui, quand on essaye de comprendre quel patient va rapidement progresser ou pas, ce que l'on a sont des scores qui sont cliniques, qui sont très pratiques, puisqu'ils sont facilement évaluables en pratique. Mais donc, vous voyez, pour la MGUS, en gros, ça reprend le type d'IgG, hein, IgG versus A ou E ou D, la taille du pic monoclonal, le ratio de chaîne légère pour les smoldering, c'est l'infiltration médulaire, ce qu'on appelle le 2-20-20. Le pic monoclonal et le ratio de SFLC, là aussi, à chaque fois, ça divise les patients en 3 ou 4 catégories avec des risques de progression qui sont différents. Pour les MGUS, les hauts risques, ils ont à peu près, à 10 ans, il y en a à peu près un tiers qui progresse. Et pour les smoldering, les hauts risques, il y en a à peu près 50% à 2 ans. Hein. Donc ça permet de distinguer les choses. Mais ça ne nous dit pas grand-chose, finalement, c'est pratique. Pour la routine, ça ne nous dit pas grand-chose de l'oncogenèse de cette maladie et des mécanismes biologiques sous-jacents. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de la génomique du myélome et des gammapathies monoclonales? Donc, il y a des événements génomiques qui sont dits primaires et des événements génomiques qui sont dits secondaires. Les événements primaires, on les divise en 2 groupes, soit l'hyperdiploïdie, donc je rappelle, triplication des chromosomes impairs à partir du 3, 1, 3, 5, 7, etc. Et puis où les translocations du locus de l'IGH au niveau du chromosome 14, donc chaîne lourde des immunoglobulines au niveau du chromosome 14. Alors, ce schéma est évidemment loin d'être parfait, mais il essaye de reprendre aussi un peu la proportionnalité des choses, la co-occurrence, tout ce qui est un peu mutuellement exclusif. Et donc ça veut dire qu'il y a à peu près 40 à 50% d'hyperdiploïdie au diagnostic, à peu près 50-60% de translocation de l'IGH au diagnostic. Généralement, on a l'un ou l'autre. Ça peut arriver que, ce n'est pas strict, ça peut arriver qu'un patient ait à la fois une hyperdiploïdie et une translocation de l'IGH, mais généralement, c'est l'un ou l'autre. Donc, ça n'arrive peu fréquemment ensemble. Et puis, quand les patients ont une translocation de l'IGH, ils n'en ont pas une autre. Hein. Il y a un seul réarrangement de l'IGH. Donc, les patients, ils n'ont pas une 4-14 et une 11-14. Hein. Ça, c'est utile pour vous d'ailleurs. Hein. On en discute souvent en RCP. Il y a le vénétoclax, la T11-14. Donc, voilà, un patient qui n'est pas hyperdiploïde et qui n'a pas de T4-14, il a peut-être une chance non négligeable d'avoir une T11-14. Un patient qui a une T4-14, ce n'est pas la peine de demander de refaire une 11-14, il ne l'aura pas. Hein, vous voyez, donc c'est des notions qui sont importantes. Bon, donc proportion des choses, la co-occurrence, sur un plan mécanistique, l'hyperdiploïdie, on ne comprend pas exactement quel en est le mécanisme, pourquoi sont les chromosomes impairs qui sont tripliqués. Honnêtement, on n'en connaît pas vraiment le mécanisme. Pour les translocations du locus de l'IGH, j'ai pas d'œil sur le temps, Xavier, mais je suis sûr que tu sauras me dire. Il n'y a pas d'horloge, je crois. Mais voilà. Hein. Et voilà. Et du coup, s'il faut que j'accélère, tu me fais signe. Et pour le locus de l'IGH, vous savez que
on suppose que la cellule d'origine du myélome vient du centre germinatif, hein, où il y a l'hypermutation somatique, la commutation isotypique, qui implique ces cytidine déaminases, notamment ICDA, d'accord, qui vont permettre justement ces mutations, ces coupures de l'ADN et réarrangements pour l'hypermutation somatique, la commutation isotopique. Et les anomalies, les dérégulations de ce phénomène vont mener à des translocations, donc au niveau du même site de l'IGH. Quand cette translocation elle met un oncogène sous la dépendance du promoteur de l'IGH, qui est hyperactif dans les plasmocytes, et ben, voilà, c'est sélectionné et il y a un myélomultiple qui peut se développer. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on comprend un peu vraiment de l'oncogenèse de cette maladie. Et puis après, je vous ai dit, il y a les événements secondaires, les MAP kinases, les altérations qui impliquent MYC, etc. Mais ce que l'on ne sait pas bien, c'est justement dans cette évolution clonale, à quel moment ces événements secondaires arrivent, lesquels sont suffisants pour induire une progression de la maladie ou pas. Et ça, c'est une question à laquelle on a essayé de répondre. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais question à laquelle on a essayé de répondre avec l'équipe d'Irene Gobrial au Dana-Farber à Boston. On a séquencé par séquençage exomique complet 214 patients qui avaient un myélome multiple asymptomatique. Vous voyez ici, on les a classés selon le score de la Mayo Clinic que je vous ai montré juste avant. Score clinique, ceux qui sont bas risque, ceux qui sont intermédiaires, ceux qui sont haut risque. Et puis, on regarde un peu les différentes ici mutations ponctuelles, comme on dit. Et puis, on voit en effet qu'il y a des mutations des MAP kinases, NRAS, KRAS, BRAF, de réparation de l'ADN, TP53 ATM, FAM46C, DIS3 qui sont très spécifiques du myélome, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez semblables en fait avec ce qu'on connaît du myélome multiple, sous-entendu symptomatique, hein, mais dans une proportion un tout petit peu moindre. En fait, ce qu'on a observé, nous, c'est que chez les myélomes multiples asymptomatiques, il y a 1,4 mutations par mégabase. Et à titre de comparaison, dans le myélome, c'est 1,6. Donc, il y a un peu moins de mutations, mais en gros, l'architecture de ces mutations est assez similaire. Et puis, si on regarde les anomalies du nombre de copies, là aussi, c'est assez similaire. On a retrouvé 50% d'hyperdiploïdie, beaucoup de délétions très skew par rapport à ce qu'on connaît du myélome, pas mal de gains inclus, les translocations 14, les 4-14, bon, à peu près, donc, la même architecture génomique que le myélome multiple, un peu moins fréquent. Et ça, c'est ce qu'avaient observé aussi nos collègues Brian Walker et Garrett Morgan. Et ils avaient fait une étude un peu similaire. Ils ont séquencé 82 myélomes multiples asymptomatiques et les ont comparés à 223 myélomes multiples. Et ils observent en effet ces mêmes mutations. Vous voyez en rouge les myélomes, en vert les myélomes multiples asymptomatiques. Et en gros, à chaque fois, ces altérations, elles sont un peu moins fréquentes dans le myélome multiple asymptomatique que dans le myélome. D'accord ? Donc, les mêmes mutations. Translocation, c'est la même chose. Alors, eux, ils avaient étonnamment beaucoup de translocations 11-14. Nous, on en avait moins, mais il y a des effets un peu cohortes. Hein. Et puis, les anomalies du nombre de copies, même chose. Les mêmes, mais toujours un peu plus fréquentes toujours, dans le myélome par rapport au myélome multiple asymptomatique. Bon. Mais alors, nous, on s'est posé une autre question à partir de là. On s'est dit, quelle mutation, quelle altération génomique participe à la progression de ces myélomes multiples asymptomatiques. Et là, on regarde 85 patients qui n'ont pas été traités, parce qu'aux États-Unis, certains venaient des États-Unis, il y en a qui reçoivent des traitements à les myélomes multiples asymptomatiques. Mais parmi ceux qu'on avait, les 214 qu'on avait séquencés, 85 n'avaient pas été traités. Et on a regardé à un délai de 3 ans ceux qui avaient progressé et ceux qui n'avaient pas progressé. Vous voyez, ils sont classés ici, vous voyez, c'est la ligne du bas, là. Hein. Les non-progresseurs sont là et les progresseurs sont en noir à droite. D'accord ? Et puis, on a regardé les mêmes mutations, les mêmes altérations génomiques qu'on avait observées. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que les mutations de la voie MAP kinase, NRAS, KRAS, en fait, ne surviennent que chez les patients qui étaient progresseurs, rapidement progresseurs. Les altérations du DNR hyper, de la réparation de l'ADN, c'est-à-dire mutation de TP53, d'ATM ou délétion 17P, n'étaient là aussi présentes que chez les patients, alors c'est petit, on ne voit pas très bien, que chez les patients qui étaient progresseurs, pas chez les non-progresseurs. Et même chose pour les altérations de MYC. Altération de MYC, c'est la translocation 8-14 et c'est l'amplification 8Q24. Et là aussi, ça n'était présent que, alors croyez-moi, parce que là on ne voit pas, croyez-moi sur parole, ça n'était présent que chez les progresseurs et pas chez les non-progresseurs, suggérant en effet que ces altérations-là ont un rôle dans l'évolution, la progression de la maladie. Et en effet, lorsque l'on regarde sur un plan statistique, les patients dans cette cohorte qui avaient une altération de MYC avaient un risque de progression qui était significativement majoré à ceux qui n'avaient pas d'altération de MYC,
Même chose pour les MAP-kinases, même chose pour la réparation de l'ADN, avec à chaque fois, chez ceux qui ont ces altérations-là, 1,3, 1,2, 0,8 années en médiane de progression. On a regardé dans un modèle multivarié aussi, et sans doute Olivier reviendra sur des choses comme ça, mais c'est aussi en analyse multivariée, c'est aussi significatif, donc c'est vraiment associé à un risque de progression, et ça permet de mieux définir, mais là c'est pour Olivier, ça permet de mieux définir le risque de progression, même quand on l'associe au score clinique, la Mayo Clinic 2008 ou la 2018 EBI. Alors on est allé un peu plus loin, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais on va voir ça ensemble. On a regardé ce qu'on appelle les signatures mutationnelles. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est peut-être pour les plus jeunes, les signatures mutationnelles. Il y a des processus mutationnels. Une mutation, elle survient pour une raison. Cette raison, ça peut être une erreur au moment de la réplication de l'ADN. Ça peut être ce qu'on appelle les génotoxiques, l'effet du benzène, des UV, du tabac, etc. D'accord, de toxiques, des chimiothérapies, bien sûr. Voilà, ça peut être des anomalies de la réparation de l'ADN, ça peut être des anomalies du DNA editing, d'accord. Donc, il y a des processus qui induisent des mutations, qu'elles soient ponctuelles d'ailleurs, ou qu'elles soient des anomalies de translocation, de variants structuraux, ou même des anomalies de copie. Et si on se fie aux mutations juste ponctuelles, en fait, ce qui est intéressant de ce qui a été observé, et ça c'était par Alexandrinov en 2014, une publication qui est citée peut-être 7000 fois, publiée dans Nature, et il a découvert ces signatures mutationnelles. Ce qu'il a été montré, c'est qu'en fait, chaque processus mutationnel a une signature, c'est-à-dire elle induit une modification de paire de bases spécifique pour chacune de ces processus mutationnels. Donc, c'est-à-dire que si on regarde la paire de bases qui est mutée et qu'on regarde une base avant, une base après, donc on a ces triplets de bases, eh bien, chaque processus mutationnel va, c'est un peu schématique, mais induire une altération spécifique, une mutation spécifique dans cette séquence de triplets. Il se trouve, il y a quatre types de paires de bases, donc si on prend ces triplets de bases-là, il y a 4 x 6 x 4, en fait, il y a 96 signatures mutationnelles, d'accord? Alors, on ne les a pas toutes rattachées à un processus, il y en a qu'on connaît bien, et dans le myélome multiple, par exemple, ce qui est fréquent comme processus, et donc, lorsqu'on analyse ça, on peut définir les signatures mutationnelles. Et lorsqu'on définit les signatures du mutationnel, on séquence les génomes de patients, on détermine les signatures mutationnelles, et bien, on peut en déduire quel est le processus mutationnel et donc quel est le mécanisme sous-jacent à la survenue de ces mutations. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on comprend du coup le mécanisme de cette pathologie, des pathologies. Et donc, dans le myélome, ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de mutations qui sont liées à l'âge, d'aging, avec des phénomènes de sénescence qui induisent en effet des mutations. C'est un des processus mutationnels. Ça, c'est la ID ou ICDS, c'est la cytidine déaminase qui intervient dans l'hypermutation somatique et la commutation isotypique, au niveau du centre germinatif. Donc, on retrouve ces signatures. Et ApoBec, c'est une autre cytidine déaminase qui intervient plutôt dans l'éditing de l'ARN, mais que l'on retrouve aussi fréquemment dans le myélome, et ça avait été démontré. Et nous, on a regardé l'impact de ces signatures dans notre cohorte de patients qui avaient un myélome multiple asymptomatique. Et là aussi, c'est un peu petit, je suis désolé. On a regardé donc, la signature ICDL de cette cytidine déaminase qui est à l'origine dans le centre germinatif, exprimée dans le centre, donc il y a un rôle dans le centre germinatif. Et on a regardé les patients qui étaient non progresseurs par rapport aux patients qui étaient progresseurs, et on ne voit pas de différence. Ces signatures mutationnelles sont présentes de façon similaire chez les patients non progresseurs ou chez les patients progresseurs. En revanche, lorsque l'on regarde ApoBec, les signatures ApoBec sont beaucoup plus fréquentes chez les patients qui sont progresseurs. Et en effet, la signature ApoBec, elle est associée à un risque de progression de ces myélomes multiples asymptomatiques. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on comprend que peut-être ça fait partie, en effet, du mécanisme d'oncogenèse, de cette évolution clonale de ces myélomes multiples asymptomatiques vers des myélomes. Et ça, c'est à mettre en regard de travaux de certains de nos collègues. Ça, c'est publié par Nicolo Bolli, qui était dans le labo de Ken Anderson au Dana-Farber, là aussi. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 10 couples d'échantillons
pour 10 patients, donc un échantillon myélomultiple asymptomatique et un échantillon, quelques années plus tard, à l'étape de myélome, une fois que le patient avait progressé. D'accord ? Donc, ils ont pris ces échantillons de plasmocytes tumoraux, ils ont fait du séquençage génomique complet, voilà, pour vraiment regarder les choses de façon précise. Alors, ils regardent ici là, le nombre de mutations. On voit que c'est à peu près similaire. Il y a un petit peu plus de mutations à chaque fois, généralement, dans l'échantillon myélomultiple que myélomultiple asymptomatique. Mais en gros, ces échantillons partagent la grande majorité des mutations qui sont observées. Parfois, il y en a un petit peu plus voilà, à l'étape myélomultiple qui peut-être participe à la progression de ces maladies. Et puis, ils ont fait ces analyses de clusters pour regarder l'évolution clonale. Je ne sais pas si vous connaissez ces plots. Donc, c'est ici, chaque nuage représente un ensemble de mutations qui définit un clone. D'accord ? C'est un cluster de mutations qui définit un clone. Donc, ici, on a l'échantillon. Donc, ça, c'est un exemple pour un patient. Ici, on a l'échantillon myélomultiple asymptomatique. Ici, donc c'est dans l'abscisse. L'ordonnée, on a l'échantillon myélomultiple quelques années après. Et on regarde, en fait, pour chaque mutation, on regarde quelle est la fraction allélique, si vous voulez. En fait, on dit cancer cell fraction, c'est-à-dire la fraction des cellules tumorales qui, en effet, ont cette mutation donnée. D'accord ? Et on regarde autant myélomultiple asymptomatique et autant myélome. Tout ce qui est ici, aux alentours de 1, c'est-à-dire de 100% des cellules cancéreuses ont cette mutation, c'est ce qu'on appelle des clusters clonaux. C'est un clone, c'est clonal, d'accord ? Tout ce qui est à moins de 1, c'est sous-clonal. Tout ce qui est clonal, généralement, c'est ce qui est acquis très tôt, dans l'oncogenèse, au début, donc l'hyperdiploïdie, ce qu'on a vu, ces événements primaires. Tout ce qui est sous-clonal, c'est ce qui a été acquis au fur et à mesure, au cours de l'évolution. Une mutation s'ajoute et elle est sélectionnée, elle définit un nouveau sous-clone qui a sans doute un avantage de fitness, etc. D'accord ? Donc, on trouve des mutations clonales, des mutations sous-clonales. Ici, pour ce patient, et c'était le cas pour 4 de ces 10 patients, eh bien, il y a une évolution qu'on dit linéaire, c'est-à-dire que le clone et les sous-clones sont présents en même abondance, en quelque sorte, à la fois déjà à l'étape de myélomultiple asymptomatique et à l'étape de myélomultiple. Il n'y a pas véritablement d'évolution clonale, c'est linéaire. Donc en fait, sans doute que ces 4 patients-là, ils avaient déjà toutes les mutations nécessaires à la progression de la maladie. C'était juste une accumulation de cellules tumorales qui a permis de, je ne sais pas quoi, une anémie, des lésions osseuses, une hypercalcémie, ce que vous voulez, qui a défini ces patients en myélomultiple asymptomatique. Et en effet, si on regarde le temps médian de progression, le median time to progression, c'est 5,5 mois chez ces 4 patients. Très rapide. En fait, ces patients, ils sont définis cliniquement en myélomultiple asymptomatique. Sur un plan génomique, en fait, ces patients, ils sont déjà myélomultiples. On le comprend bien quand on regarde cette évolution clonale-là. Et eux, je pense qu'Olivier, du coup, vous dira ça, eux, on veut les traiter. Je ne sais pas s'il va vous dire ça, mais moi, je pense qu'il faudrait les traiter. Et puis, on regarde à droite, on regarde les 6 autres cas sur les 10. Et eux, ils ont une évolution clonale qu'on dit branchée. Alors, je suis désolé, la diapo, elle ne passe pas très bien, mais ici, il y a un nuage. Il y a ce nuage de cluster de mutation qui est donc clonal, avec une T414, on a dit, c'est souvent un événement primaire clonal. Et puis, il y a un sous-clone ici. Ce sous-clone, en fait, il était présent à l'étape de myélomultiple asymptomatique et il disparaît au cours de l'évolution. Il n'est plus présent au stade de myélome. Alors que ce clone-là, ce sous-clone-là, il n'était pas présent ou très peu présent, en fait, une fraction allélique très faible au stade de myélomultiple asymptomatique, alors que lui, il avait clairement été sélectionné au stade de myélome. Donc, il y a une évolution, on l'a dit branchée, je ne sais pas comment on dit vraiment en français, on dit branched evolution. Voilà, il y a disparition d'un clone, apparition d'un autre sous-clone au moment de l'évolution. D'accord ? Et donc, on comprend que chez ces patients, au stade de myélomultiple asymptomatique, en tout cas au moment où on a fait le myélogramme et on les a séquencés, eh bien, il n'y avait pas toutes les altérations génomiques nécessaires à la progression. Il a fallu que cette tumeur acquiert des mutations, un sous-clone, une sélection de sous-clones pour progresser en myélomultiple. D'accord ? Donc là, il y a clairement une acquisition. Et alors, on peut aller un peu plus loin. Là aussi, on peut regarder, ce que je vous ai montré juste avant, les signatures mutationnelles, d'accord, de ces couples d'échantillons par séquençage génomique complet. C'est la même étude.
En fait, quand on regarde la proportion, donc on regarde les plus fréquentes, hein, ApoBec, aging, ICDA, et puis après, il y a une signature 8 qui est souvent fréquente, qui est mal définie, mais voilà, qui est présente dans une certaine abondance. Quand on regarde les coupes d'échantillons, en fait, les proportions sont à peu près similaires. On ne voit pas véritablement de différence. Il y a des petites variations, mais il n'y a pas de différence qui est très marquée. Mais ils ont fait quelque chose qui est, je trouve, très intelligent et vraiment intéressant. Ils sont allés regarder, patient par patient, les signatures mutationnelles, non pas pour l'ensemble de l'échantillon, enfin de l'échantillon smoldering et de l'échantillon myélome, mais ils sont allés regarder sous-clone par sous-clone. C'est-à-dire qu'ils ont pris le cluster clonal, ils ont regardé quelles étaient les signatures mutationnelles là-dedans. Et puis ils ont pris, dans cet exemple, le sous-clone 2, ils ont regardé les signatures mutationnelles, le sous-clone 3, ils ont regardé là aussi, et le 4, etc. D'accord ? Et pour cet exemple, pour un patient donné, ce que l'on voit, c'est que dans le cluster 1, donc ce cluster clonal, on retrouve ici en vert les signatures ICDA, vous savez, celles du centre germinatif, qui sont en fait très précoces. On retrouve très bien la signature 8, et on retrouve cette signature bleue d'aging. Et le bleu ciel, peu d'ApoBec. D'accord ? Quand on regarde les clones qui sont sélectionnés au moment de la progression, lorsque le patient devient myélome multiple, hein, eh bien, lorsqu'on regarde le clone 2, 3, 4, ce que l'on observe, c'est que cette signature ICDA, ou ID, en fait, quasiment, elle disparaît. Vous voyez ? Il n'y a plus ce mécanisme, ce processus mutationnel qui est responsable de ces nouvelles mutations qui vont définir ces sous-clones au moment de la progression. Il n'y a plus d'ICDA. En revanche, en bleu ciel, l'ApoBec, vous voyez, commence à prendre une proportion importante. L'aging est à peu près similaire et la signature 8 est à peu près similaire. Et si on regarde les 10 patients, comme ça, eh bien, ce que l'on constate, et donc tous les sous-clones et clones et les signatures mutationnelles, on constate que aging est retrouvé à peu près de façon similaire dans ce qui est ce qu'on appelle des early events, c'est-à-dire ce qui est clonal, ou des late events, ce qui est sous-clonal, ce qui est acquis au fur et à mesure. Et on voit que les signatures liées à l'âge et à ID sont présentes dans les événements précoces, c'est-à-dire les événements qui sont clonaux, alors que ApoBec est présent au niveau des sous-clones qui sont acquis plus tard au moment de l'évolution. Et donc ça nous montre en effet que ApoBec et ce processus mutationnel, les dérégulations d'ApoBec, participent à la progression de la maladie, à l'acquisition de nouveaux clones qui vont permettre la progression de la maladie. Et puis ça, c'est juste pour... L'idée, c'est une étude du labo de Francesco Mora, MSK, enfin maintenant qui est à Miami, et qui montrait, ils avaient aussi la même chose, séquencer des NGUS, non-progresseurs, des myélomes multiples. Ils ont regardé les signatures mutationnelles. On voit que ID a tendance à diminuer en fréquence, que les signatures d'aging sont à peu près stables et qu'ApoBec est acquis en effet chez les patients qui ont un myélome multiple par rapport aux autres. Donc ça venait valider les choses. Voilà, donc on commence à comprendre un peu mieux petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment des petites pierres qui viennent s'ajouter. On commence à comprendre qu'en effet, il y a les événements primaires. Ces événements primaires, ils sont sans doute liés à des processus mutationnels qui impliquent des dérégulations ou des erreurs de ces cytidine-déaminases qui sont ICDA au moment de l'hypermutation somatique, de la commutation isotypique dans le centre germinatif, aussi au phénomène d'aging. L'hyperdiploïdie, on ne sait pas exactement le caractériser, il n'y a pas de breakpoint, c'est difficile d'aller regarder les signatures mutationnelles au niveau de ces chromosomes tripliqués, ce n'est pas facile. Et puis, il y a acquisition, notamment de mutations de la voie MAP-kinase, d'altération de MYC, de DNR-IPR, sous l'influence ici, il y a un trait qui s'appelle ApoBec, sous l'influence, en effet, de ces dérégulations d'ApoBec qui vont induire ces altérations génomiques de façon schématisée. Et ça induit la progression de la maladie, son évolution clonale et sa progression sur un minute. Voilà. Donc, juste d'un mot, je finis en 2 minutes. Je ne sais pas où j'en suis, mais juste d'un mot pour vous dire que tout n'est pas génomique. Il y a aussi un micro-environnement humain qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on a maintenant des immunothérapies et on comprend toute l'importance de ce micro-environnement humain. Donc, la génomique explique sans doute une partie des choses, mais pas tout. Et il y a une évolution immune aussi au cours du myélome. Vous connaissez ce concept général à l'oncogenèse, qui est le concept d'immune escape, où normalement l'immunité vient contrôler des cellules tumorales qui se formeraient, les élimine. Ça, c'est en situation
normal, en quelque sorte, il y a un équilibre. Peut-être que MGUS et smoldering, c'est cet équilibre, hein, c'est cet état d'équilibre. Et puis à un moment donné, il y a un échappement. Il y a cet échappement à la régulation du système immunitaire et les cellules tumorales prolifèrent entre les moyens d'échapper. On avait regardé avec la même équipe d'Adrien Gabriel à Boston, on avait regardé par séquençage single-cell le micro-environnement humain, là aussi de patients qui ont, enfin ça c'est pas des patients, c'est des donneurs sains, des moelles normales, des patients qui ont une gamma-pathie monoclonale d'ossification déterminée, des patients qui ont un myélome multiple asymptomatique et des patients qui ont un myélome, d'accord, aspiration de moelle. On sélectionne les CD45 en enlevant les plasmocytes, on sélectionne les cellules de l'immunité et on fait un séquençage single-cell, ici par 10x, et on regarde la proportion juste des grandes lignées cellulaires et on voit que notamment, il y a des anomalies du ratio des monocytes, c'est des 16+, c'est des 14+, entre les moelles normales et les patients MGUS, smoldering ou myélome, et qu'il y a différentes altérations acquises au cours de l'évolution de ces pathologies, hein, avec des dérégulations, notamment des lymphocytes, des cellules NK, et notamment, si on fait un focus juste sur la population T, notamment, il y a ici en orange, vous voyez, il y a une diminution significative de ces lymphocytes T qu'on appelle memory cytotoxiques, hein, lymphocytes T mémoire cytotoxique, dont on sait qu'elles ont une importance essentielle pour le contrôle tumoral, et en effet, les patients qui ont, enfin plutôt les donneurs sains, les moelles normales, ou les patients qui ont le MGUS, il y a un clear cut ici, vous ne voyez pas, je suis désolé, c'est le bandeau du zoom, mais il y a un clear cut vraiment à ce niveau-là, entre les patients qui ont une moelle normale et les MGUS par rapport au smoldering et au myélome, et avec une diminution de la fréquence de ces lymphocytes mémoire cytotoxiques chez les patients qui ont une maladie qui est plus évolutive. Donc c'est vraiment sans doute un rôle. Il y a des anomalies du ratio CD4, CD8, une augmentation des T-gamma delta. Bon, je passe sur tous les détails, mais en effet, ce qu'on en comprend de façon schématique, et c'est pour résumer, c'est que l'altération, les altérations du micro-environnement humain, en fait, mènent à toutes ces altérations, mènent globalement à inhiber par différents moyens, les rendant anergiques, avec parfois des profils d'exhaustion, le lymphocyte T CD8 cytotoxique et surtout le lymphocyte T mémoire cytotoxique, qui lui doit avoir a une activité antitumorale et qui donc est inhibé. Et ça, clairement, ça participe à l'évolution de ces maladies en parallèle des anomalies génomiques qu'on vient de voir. Et évidemment, ça a toute une importance parce qu'on est à l'ère des immunothérapies. Ça, c'est Bertrand qui vous en parlera tout à l'heure cet après-midi. Voilà. Donc, on a vu que dans le myélome et cette évolution clonale, il y a des événements primaires, des événements secondaires, hyperdiploïdie, translocation IGH, les autres anomalies. Ces signatures d'aging et d'ID sont plutôt associées à des événements précoces et à véritablement l'oncogenèse de la maladie. Les dérégulations d'ApoBec, elles participent plutôt justement à la progression et à la survenue de sous-clones qui vont permettre la progression de ces maladies. Et puis en effet, il y a ces modifications du micro-environnement humain qui participent aussi à l'évolution de ces maladies. Quel est l'impact de tout ça dans les scoring systems? Olivier nous le dira peut-être un peu. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mieux définir les patients à risque de progression? Ils sont plus précises qu'avec ces scores juste cliniques. Est-ce qu'on peut introduire la génomique, introduire du micro-environnement humain là-dedans pour mieux les définir? Et puis, là, ce que j'ai mis, c'est Early Intervention. C'est ce qu'on disait avec Xavier. En effet, il y a beaucoup d'intérêt pour traiter des populations bien définies de façon précoce. Pourquoi pas même en jouant avec cette immunité dérégulée voilà, l'idée de bispécifique, ça vous allez le voir, il y a certains centres qui ont déjà participé certains d'entre vous ont vu des patients dans Ithaca, des smoldering qu'on traite par des anti-CD38, l'omalidomide. Et bien, les bispécifiques, par exemple, pourraient être intéressants, hein, restaurer l'immunité et cette immunosurveillance sur ces tumeurs avant qu'elles progressent et qu'elles induisent des complications. Voilà, ça, c'est des questions qui restent là. Je vous remercie pour votre attention. C'est que tu as laissé du temps pour Gilles. Non, mais reste là. La mauvaise, c'est que Gilles n'a plus que 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Salomon? Donc, c'est là où il faut démontrer. Super. Alors, ce que tu dis, c'est tu dis qui tu es. L'idée, c'est que vous vous connaissiez tous, hein, parce que, en gros, des hématologues, on doit être 500 en France et à peu près autant d'internes que de seniors, apparemment. Et donc ce qu'il faut, c'est que vous vous connaissiez, parce qu'en fait, plus tard, vous travaillerez ensemble ou vous taperez dessus ensemble dans les groupes coopérateurs. Vous verrez, c'est sympa. Mais donc, tu viens d'où, tu es quoi? Et n'aie pas peur, si tu es parisien, c'est acceptable. Je suis à l'heure de bureau, je suis parisien et je suis président de l'AIM. Merde.
Catastrophe. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est sur les processus mutationnels qui sont associés. Est-ce qu'il y a des choses... Un plus fort, enlève ton micro. Non, mais vas-y, je dirai la question dans le micro pour que les gens raison. Ouais. Pour les processus mutationnels, est-ce qu'il y a des choses qui sont modifiables? Est-ce qu'on peut dire aux patients, est-ce qu'on peut arrêter le tabac, modifier son alimentation, est-ce que ça a un impact? Et la deuxième question... Alors attends, je vais m'arrêter là juste pour pouvoir la redire. Est-ce qu'on peut intervenir au niveau des processus mutationnels? Est-ce qu'il y a des choses qui... alors, il y avait l'exemple d'arrêter le tabac, par exemple. Alors, justement, le myélomultiple n'est pas une maladie où il y a des facteurs environnementaux qui, comme tu l'as dit, le tabac pour le cancer du poumon, les rayons ultraviolets pour le mélanome, etc. Donc, en fait, non, pas tellement. C'est des dérégulations, alors qui sont sans doute liées à l'âge. Hein, on voit bien que la moyenne d'âge du myélome, elle est plutôt élevée, et qui sont aujourd'hui, on le pense, le fruit du hasard. Hein. Il y avait ces publications dans Science il y a quelques années qui montraient quels étaient les cancers liés justement à des facteurs environnementaux et ceux liés au hasard, avec les réplications, le nombre de réplications de cellules souches, etc. Et ce que l'on pense, c'est que c'est plutôt lié au hasard et qu'il peut difficilement interagir sur ces processus mutationnels-là, ICD et ApoBec, parce que ça n'est pas issu de facteurs environnementaux. Ce qui sera intéressant et ce qui est compliqué, peut-être que Gilles va en dire un mot, mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu compliqué. On regarde ces signatures mutationnelles au niveau de recherche, mais est-ce qu'on pourrait les appliquer à la pratique clinique? Ça implique que les technologies évoluent un petit peu. Mais suivre un patient qui a un myélomultiple asymptomatique et suivre la survenue de processus mutationnels ApoBec, ce sera intéressant parce qu'on sait que là, il est peut-être en train d'évoluer, d'acquérir des sous-clones, en effet, qui vont induire sa progression. Et peut-être que ça permettrait d'agir sur un plan thérapeutique, en tout cas, précocement. Et la deuxième question. Vas-y. La deuxième question, c'était sur le fait que les lymphocytes CDI sont exhaustés et les mémories sont moins importantes. Est-ce que du coup, on a des explications sur le fait que les anti-PD1 ne fonctionnent pas dans le myélome, n'ont pas donné de résultats? Alors, ils ont été finalement peu étudiés, en effet, hein, mais peut-être qu'il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs réponses et je vais faire très court. Ils ont été peu étudiés parce que, tu sais, les essais sont arrêtés pour une surmortalité en association de lénavidolide avec le pembrolizumab. Donc, finalement, on a peu de recul là-dessus et on ne sait pas, on n'a pas pu les explorer vachement bien. Ensuite, PD1, c'est un checkpoint humain. Mais en fait, TIM3, TILGIT sont peut-être aussi assez importants. Il y a des travaux de Nizar Balis qui montrent que, notamment, chez les patients traités par daratumumab, c'est peut-être ça qui a plus d'importance que PD1, PDL1. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres checkpoints humains qui sont plus intéressants. Mais voilà, il n'y a pas de raison que les checkpoints ne fonctionnent pas très bien. Ou alors à penser qu'au niveau du micro-environnement humain, du micro-environnement médulaire, il y a des zones hypoxiques où l'immunité se fait peut-être un peu moins bien, c'est peut-être un mécanisme d'échappement aussi. Voilà, mais c'est vrai que ça a été peu exploré. C'est une bonne question. Ouais. Dernière question, puis je passe à Gilles. La question, c'est un peu pratique quand on voit un myélome en fait, actuellement, on a un carreau. Pas véritablement cariotype, parce que le cariotype, ça implique de mettre. Attends, laisse Gilles répondre, parce qu'elle est en mode. Gilles, elle est en mode. Une transition. Fais gaffe, tu es bon au judo? Tu es bon au judo? Est-ce que Teddy Riner t'attend à l'extérieur pour te protéger? Parce que avant ça, la garde du corps. Gilles, ceinture. Oui, eh ben, c'est parfait. C'est ce que tu fais. Voilà, c'est parfait. T'envoies un prélèvement. Attends, j'ai juste une dernière question pour Salomon. T'envoies un prélèvement à Gilles-Corps à Toulouse, et tu auras un PoetGest, tu auras un circogramme, tu vas pouvoir, mais alors, laisse tomber la télé, laisse tomber les séries, laisse tout, tu affiches le circogramme, et tu as tout. C'est un nouveau terme. Tu as de la beauté, tu as de la couleur, tu as de l'excitation, tu as quelques chromosomes, tu as des mutations, tu as tout. Salomon, lorsque les Twin Towers se sont écrasés, oui, c'est vrai. Il y avait 200-300 pompiers à peu près aux États-Unis, l'âge d'un pompier, c'est 20 ans, qui se sont, qui ont survécu autour. Et là-dedans, il y a 30 d'entre eux qui ont fait des myélomes. C'est le premier cancer qui a retrouvé chez ces pompiers-là. Et on a vérifié que deux composés chimiques étaient en concentration en tonnes dans leurs poumons, parce que leur masque ne prévoyait pas de filtrer certains composés chimiques, parce qu'on ne savait pas qu'avec le feu du kérosène, ce qui servait à peindre, le produit qui servait à peindre et à éviter que les structures métalliques des Twin Towers rouillent, a fondu, et en fondant, il a relargué un produit chimique.
Ce produit chimique, on sait qu'il existe dans les pesticides. Quand j'étais à Lille, j'ai soigné un monsieur qui était le patron de la plus grande entreprise au monde, qui était belge, flamand, qui était le patron de la plus grande entreprise au monde de production de ces produits chimiques, mais lui, c'était pour les pesticides. Est-ce que tu peux nous parler de lien entre exposition très prolongée sur toute une vie à très petite dose infraradar, sous le radar, à des pesticides, et est-ce qu'on arrive à faire un lien avec l'acquisition de mutations, des problématiques comme ça? Non, c'est une remarque intéressante. J'ai fait un raccourci tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de facteur environnemental. Parce que tu as fait le raccourci. Voilà. Il y en a quelques-uns, cet exemple-là est éloquent, les Twin Towers, et puis il y a tous les agriculteurs qu'on voit au quotidien, qui sont exposés à des produits phytosanitaires, dont les pesticides, et c'est clairement reconnu, hein, d'ailleurs c'est le tableau de maladies professionnelles, il faut les prendre en charge comme telles, c'est reconnu comme, en effet, pourvoyeur de néonicotinoïdes. Donc ça, c'est un rôle dans l'oncogenèse du myélome. Alors, des petites doses de pesticides, je ne crois pas qu'on ait d'exposition de toutes les personnes aujourd'hui au quotidien. Je ne crois pas qu'on ait vraiment de données. En revanche, une exposition importante, les agriculteurs qui font des vendages, etc., ces pompiers, là, ça a été reconnu, hein, le lien a été reconnu. On ne connaît pas, à ma connaissance, et bon, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, on ne connaît pas les signatures mutationnelles et les processus mutationnels de ces pesticides et produits phytosanitaires et leur implication dans l'évolution du myélome. Quelque chose qui nous intéresse, nous, et on collecte un peu ces informations-là. Mais en effet, on n'a pas la clé des choses et ce serait intéressant sur un plan de sur l'immunité. Et sur l'immunité, absolument. Alors, vous savez qu'on a essayé de faire une étude. Nous, à Poitiers, on a un très bon registre des cancers. Donc, on a essayé de faire une étude pour essayer de comprendre ça. Donc, il fallait identifier les patients qui étaient les personnes exposées versus non exposées aux pesticides. Pour cela, il faut trouver une région de France qui n'est pas exposée aux pesticides. Et ce qui est sorti dans la base de données, c'est l'Atlantique. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent dans l'Atlantique, on a abandonné notre étude. Donc, en gros, si tu veux faire une étude pesticides versus non pesticides en France, laisse tomber, il y a du vin partout en France.